5 sur 7 matin, bienvenue sur le débat matinal, bienvenue sur le forum de discussion afin de soulager les populations dans cette période fortement marquée par la hausse des prix des denrées de grande consommation. Le gouvernement a annoncé en Conseil des ministres il y a tout juste une semaine une batterie de mesures. Malheureusement, dans la pratique, des poches de résistance se font toujours observer au sein des commerçants qui avancent des arguments non moins pertinents dans les marchés. Le prix du riz, par exemple, n'a pas bougé d'1 centime. Pareil pour le coût du ciment, radioscopie d'une situation pour le moins confuse. Et puis on s'intéresse aussi au Mali qui s'est vu maintenir les sanctions par la CEDEAO malgré une ordonnance rendue jeudi dernier par la Cour de justice de l'Union économique et monétaire ouest-africaine exigeant leur suspension. Elle reste en cours malgré l'approche du Ramadan et l'espoir d'un geste d'apaisement qui aurait joué sur les échanges à la veille, sur les échanges et les prix à la veille d'une période de consommation accrue. Nous en parlons avec mes invités. Landry Ouetton, journaliste, bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Casimir Prédior, journaliste, analyste économique. Bonjour Casimir. Bonjour Eman. Et Grégoire Vinancourt-Amoussou, enseignant à l'École nationale d'administration économiste. Bonjour. Bonjour monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Ça va bien. Un plaisir de vous recevoir également pour discuter de tous ces sujets. Alors Casimir Prédior, comme tout Béninois, vous avez appris il y a tout juste une semaine au détour d'une émission que nous faisions par ici sur les mesures que devrait prendre le gouvernement par la suite en soirée. On apprend en Conseil des ministres que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures chiffrées à un peu plus de 80 milliards de francs CFA pour essayer d'atténuer les effets de la hausse vertigineuse des coûts des denrées alimentaires sur le consommateur final, le béninois lambda. Et forcément, cela devrait induire un certain nombre d'une forme de flexibilité sur le marché ou dans les marchés. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on observe encore et vous êtes d'accord avec moi. Je suis d'accord avec vous, alors que nous étions donc ici il y a une semaine en train de débattre du sujet, de proposer des solutions au gouvernants et aussi aux commerçants afin que le consommateur final, que sont donc les Béninois, puissent avoir un peu de soulagement dans leurs assiettes. Le gouvernement a pris cette disposition-là. Et contre toute attente, on observe une certaine résistance face à cette mesure-là. Vous savez, lorsque vous analysez, certainement qu'on en arrivera là au cours du développement, il y a un certain nombre de choses qui n'ont pas marché. Tant au niveau de l'arsenal étatique, c'est-à-dire au niveau du gouvernement et consorts, qu'au niveau aussi des commerçants. Et toujours est-il que quand ça se passe comme ça, vous voyez, c'est le consommateur final qui est chaque fois victime et qui est obligé de payer le prix fort de cette guéguerre, de cette résistance entre les acteurs commerciaux et le gouvernement qui prend des dispositions. Les uns estiment que ils sont dans leur bureau douillet et puis ils restent là et puis ça passe ce qui se passe sur le terrain sous le chaud soleil et puis ils imposent des choses. Alors moi, pour ce qui me concerne, je crois que y a un petit couac qui s'est glissé dans cette communication-là. On n'aurait pas dû annoncer le prix, ce qu'allait coûter cette disposition, ces mesures prises par le gouvernement. Je crois que lorsque vous dites à un commerçant qui a 80 milliards de francs CFA annoncés pour soulager, eux pensent dans leur subconscient que ça viendra à eux. C'est ça d'abord, c'est parti de là. Ça fait que les gens disent, mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas décider de 80 milliards et rester là et nous dire, nous devons quelque chose que nous avons acheté, peut-être, je donne un exemple, à 30 000 francs, de vendre ça à 25 000 francs, c'est pas possible. Où sont les 80 milliards? Vous voyez l'analphabétisme économique des acteurs commerciaux fait aujourd'hui que, voilà, à défaut d'assister à une mesure qui allait soulager tout le peuple, nous en sommes là. Alors, Landry Ouetton, ce que disent les commerçants, c'est assez clair. Avant que les mesures ne soient annoncées par le gouvernement, nous avons acheté nos produits à un coût X. Et donc, de ce fait, nous ne pouvons pas revendre les mêmes produits à un coût X-1, évidemment, parce que nous, on veut faire du profit. On va d'abord écouler ce stock, puis on verra après.
Je voudrais vous dire merci d'abord pour m'avoir invité sur ce plateau et je dis bonjour à Kazmi qui est un ami, bonjour professeur. Je crois que c'est pas trop honnête de la part de ces commerçants que moi j'appelle des chrysologues, des gens qui profitent d'une crise pour faire de la surenchère, qui profitent d'une crise pour se faire une touche de commerçants envers eux. Vous avez acheté un produit. Quand Kazmi parlait tout à l'heure des 80 milliards, je trouve qu'il n'y avait même pas de problème à avancer ce prix, puisque c'est ce que l'État perdrait en subventionnant ces produits. Ce n'est pas 80 milliards injectés directement, non, c'est des subventions. Le produit temps a été, le ciment a été subventionné, le riz est subventionné, les produits de première nécessité sont subventionnés. Et donc, on devrait pouvoir expliquer aux commerçants que nous avions fait un effort. Nous avions saigné pour nous empêcher d'avoir ces sous dans les caisses de l'État parce que vous et ceux qui sont les consommateurs comme nous devront pouvoir profiter puisque nous ne sommes pas demandeurs de cette crise entre l'Ukraine et puis la Russie qui aujourd'hui influe sur toute activité économique et le développement de ces pays, surtout les pays africains. Et donc par rapport à ce que les commerçants disent, moi je ne suis pas totalement d'accord parce que c'est d'abord la politique économique du pays, c'est d'abord le gouvernement qui décide. Mais pourquoi, quand le prix du baril du pétrole augmente et qu'à la pompe, on devrait pouvoir, pourquoi ceux qui sont à la pompe et vendent l'essence ne disent pas « nous avions un stock que nous avons pris à tel prix, on veut le vendre comme ça ». Non, je crois que ce n'est pas totalement juste parce que bien avant même qu'on augmente ces prix ou que le gouvernement le subventionne. Le ciment se vendait à Cotonou à 90 000 francs par endroit. Moi, je l'ai acheté avec des amis à 90 000 francs CFA. Et ils refusent même de te donner le reçu parce qu'ils savent qu'ils sont dans le faux. Vous voyez? Et donc, quand on subventionne, qu'on ne subventionne pas, ils sont toujours là. Mais je crois que c'est aussi le problème de notre constitution qui s'est dotée d'une économie libérale, où l'informel a pris le pas sur tout. Il y a aussi cette fiscalité qui empêche forcément ces commerçants qui ne sont pas vers eux de se faire des marges de bénéfices. Et je crois que dans cette situation, il faudra continuer à dialoguer avec ces commerçants-là et trouver des approches afin qu'on puisse juguler cette crise-là. Et l'autre chose, pourquoi ne pas revenir sur ces boutiques témoins de l'ONASA? Comme je le dis souvent, tout Souyaï n'a pas été mauvais. Il faut le reconnaître. Et donc, nous avions cette solution à côté parce que quand ça va se faire, on pourra contrôler les prix au niveau de ces boutiques témoins. Je ne dis pas forcément au NASA, mais de ces boutiques témoins que le gouvernement aurait érigées, on peut récupérer le riz, on peut récupérer un certain nombre de produits, les stocker et permettre à nous qui sommes des indigents de pouvoir nous acheter le tongolo de riz à 100 francs, à 125 francs. Que veut le peuple? Qu'un peu comme les épicuriens, un peu de pain et de pain suffiront pour faire le bonheur. Pourquoi Merci. Pas. Alors, cher Grégoire à Monsou, lorsqu'on suit les explications quand même du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, il n'y a pas que les denrées annoncées, le riz, l'huile, le ciment et autres qui sont concernés par cette mesure. Parce que, dit-il, on a agi sur, on va dire, le fret maritime et aérien, évidemment, pour pouvoir essayer de baisser les coûts au niveau de presque toutes les denrées qui arrivent, que ce soit par voie maritime ou par voie aérienne. Et donc, de ce fait, toute denrée, devrait subir des contre-coups de cet abattement-là au niveau du prix de revient. Mais malheureusement, pour l'instant, c'est toujours le statu quo. Le gouvernement a joué sa partition, mais il y a une forme de résistance. Est-ce qu'on peut résister à l'État? Bon, évidemment, on ne peut pas résister à l'État. L'État s'appelle pouvoir public. Et l'État, le rôle de l'État est là. L'État est là pour montrer la direction à suivre, pour agir dans le sens de l'intérêt général. Parce que l'État, c'est d'abord l'intérêt général. Bon, si nous revenons à la question qui se pose, je crois que nous sommes dans une économie libérale. Et cette économie libérale n'est pas pure et parfaite. Il y a des imperfections. Est-ce que le libéralisme économique veut dire nihilisme, chacun est libre de faire ce qu'il veut? Non, le libéralisme, bon, ça c'est beaucoup plus dans les documents, sur le terrain. Et le libéralisme ne se passe pas de façon pure et parfaite, ce que je viens de le dire tantôt. Alors, par rapport à la décision du gouvernement, il y a un peu de pédagogie. Bon, ça a manqué un peu parce que les populations, comme mon président vient de le dire,
lorsque les populations attendent 80 milliards, c'est comme si l'État, c'est une manne qui tombe du ciel. Or, c'est le prix à payer, c'est le manque à gagner par l'État en subventionnant un certain nombre de produits pour que les commerçants puissent les répercuter sur la fixation du prix de vente. C'est exactement ce qui s'est passé. Alors, l'autre volet, c'est le problème de stock pré-mesure prise par le gouvernement. Alors, le commerçant a déjà payé un certain nombre de produits, peut-être il a payé un certain nombre d'impôts, des taxes, etc., etc. Donc, il se dit, bon, alors si je paye, je vends ça au prix indiqué par le gouvernement, est-ce que je ne vais pas accuser le coût par rapport à un certain nombre de recettes en termes de manque? Voilà, nous l'avions dit dans les émissions passées. Le gouvernement est dans son droit de faire en sorte que l'intérêt général soit sauvegardé en prenant des mesures. Mais il faut contrôler. C'est ça la situation aujourd'hui. Il ne suffit pas d'énumérer un certain nombre de mesures. Il faut contrôler sur le terrain. Est-ce que ce que le gouvernement a dit est respecté par les commerçants? Donc, à mon avis, je crois qu'il va falloir d'abord évaluer les stocks préexistants au niveau des commerçants. Alors, quand je prends une boutique, quels sont les stocks que vous détenez avant la prise de la mesure par le gouvernement? Et quel est le traitement spécial qui sera affecté par ce stock? Parce que disent les commerçants? Nous, on a fait un petit travail dans la rue. Bon, j'ai questionné un certain nombre de commerçants. Ils ont dit, bon, le gouvernement a pris des mesures, mais ces mesures ne sont pas pour lui rétroactives. Pour lui, il a des stocks qui sont là. Il les a acquis à un coût donné. Et il n'est pas question pour lui de les revendre par rapport à un prix inférieur ou bien respecter ces mesures-là. Donc, en gros, je crois qu'il y a une certaine pédagogie. Le gouvernement devrait, en libérant ces mesures-là, faire en sorte que sur le terrain, on puisse contrôler effectivement la mise en œuvre de ces mesures prises par le gouvernement. Et je crois que c'est ça un peu. Parce que vous savez, le commerçant, ce n'est pas un philanthrope. Hein. Lui, s'il trouve un peu des allées, bon, toutes les occasions sont bonnes pour lui pour gagner de l'argent. Donc, s'il ne voit pas des contrôleurs, s'il ne sent pas, n'est-ce pas, que derrière, il y a un gendarme qui vient pour l'handicaper, pour l'empêcher d'aller, n'est-ce pas, d'atteindre ses buts, alors il le fait. Et je crois quand même que sur le terrain, nous avons entendu que beaucoup de boutiques ont été fermées. Et ça devrait constituer un effet contagion pour les autres boutiques et les autres opérateurs économiques. Alors, Casimir Pédio, est-ce qu'au nom de l'intérêt général, au nom du bien-être du peuple, au nom évidemment de ce que tout le monde doit pouvoir être rassasié, les commerçants devraient faire des sacrifices sur leurs bénéfices? Parce que c'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Les stocks disponibles ont été acquis à des coûts donnés et donc pas question de les vendre à un coût moindre. C'est d'une normalité absolue. Personne n'accepterait évidemment faire ce sacrifice. Alors, Eman, nous irons dans la vérité des choses. Et nous allons dire qu'aucun commerçant béninois à la date d'aujourd'hui n'a acheté un seul produit importé à un prix supérieur à quoi que ce soit se référant à la crise ukrainienne. La crise a commencé quand? La crise a commencé quand? Il y a un mois. Maintenant, disons-nous la vérité. Quel est le stock qu'ils ont commandé depuis l'Ukraine? Quel est le stock qu'ils ont commandé depuis la Russie et qui a coûté 2 fois le prix pour qu'ils fixent le prix? Non. Disons-nous la vérité. Maintenant, nous allons nous regarder en face et nous allons faire l'autopsie réelle de la situation. Ils n'ont jamais acheté ces produits-là chers. Ça, c'est vrai. Ils ont appris qu'il y a une crise et qu'il y aura une flambée des prix. Et ils ont augmenté le prix. Donc, il n'y a jamais eu encore de situation de hausse des prix au Bénin, en tout cas pour ce qui est de ce plateau que nous sommes en train de faire. Les stocks commandés en février viendront probablement à partir d'avril. Mais écoutez, le bateau, ce n'est quand même pas un taxi qui va vite là. On sait la durée des produits avant que ça n'arrive à destination. Donc, si on doit faire le débat dans le vrai sens du terme, je crois que le gouvernement a manqué encore un peu de fermeté. Et moi, j'invite le gouvernement à taper du poing sur la table. Et qu'on leur demande, comme l'a dit le professeur, on va faire le bilan, on va faire donc l'inventaire donc des stocks disponibles. Et on va voir la date d'acquisition. On va voir donc les bordereaux d'achat, de commandes. Et on va évaluer. La crise a commencé quand?
Donc, véritablement, qu'on s'asseye et qu'on se dise la vérité. Et au nom de la souveraineté donc, de l'État béninois, au nom donc des principes sacro-saints de l'individu qui doit manger au moins une fois par jour, je ne dis pas 3 fois, mais au moins une fois par jour, je crois que l'État n'a rien fait encore d'extraordinaire en fixant donc les normes de cette crise-là. Les prix qu'on doit commencer par pratiquer en termes de hausse devraient commencer à partir, le plus tôt serait donc le 1er avril de l'an 2022. Même la France, l'Allemagne et les autres pays qui subissent de plein fouet cette crise-là, mais c'est des prévisions qu'ils sont en train de faire. D'ici 6 mois, si on ne prend pas telle disposition, on aura telle situation. Donc moi, pour une fois, je dis non. Ces commerçants véreux, ils doivent savoir raison garder et qu'ils sachent que nous sommes tous membres de cette chaîne de production et on sait comment ça évolue. Si c'était le phénomène contraire, c'est-à-dire ils ont acheté le produit, tellement moins cher et la situation est venue où ils devront vendre ça cher, mais c'est à leur avantage. Donc ils doivent pouvoir accepter aussi de perdre à des moments donnés parce que la question de suivi d'un État, ça transcende la notion de la souveraineté donc du pays. Donc, véritablement, il faut que les commerçants sachent raison garder. Et je crois que ce gouvernement nous a montré une certaine fermeté depuis un certain nombre d'années, et une certaine fermeté. Si on dit à l'amiable et que les gens ne veulent pas donc obtempérer, il y a des mesures coercitives. La dernière fois, on a vu la police aller donc mettre la main sur des stocks en bradage vers un pays voisin et on a déversé ça sur le marché. Il y a donc ces mesures qu'il faut annoncer aux commerçants pour leur dire, au pire des cas, on risque donc de mettre sous embargo vos cargaisons et mettre à la disposition de la population. Ça, l'État en a les moyens et peut le faire. Donc, il faut que les commerçants, il ne faudrait pas qu'on en arrive là parce que ça va dégénérer, ça ira vers d'autres crises. Il faudrait que nous puissions nous entendre, mais il faudrait aussi que ces commerçants véreux ne puissent pas s'iriger, se liguer donc à certaines dispositions, que le gouvernement mette sur pied une stratégie de discussion autour donc de la question et qu'il voit les mesures idoines afin que le consommateur final puisse être mieux satisfait dans cette crise-là. Alors, Landry Weton, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une forme de mauvaise foi dans les rangs des commerçants? Ah oui, évidemment. Évidemment. Comme l'a dit Kazmi tout à l'heure, quand on voit un peu les stocks qui existent et quand on sait comment est-ce que les transactions se font, l'exportation se fait dans notre pays, et je crois que c'est malhonnête. Je l'ai dit à l'entame de mon argumentaire ici, et les commerçants, je les appelle les chrysologues. Voilà, quand vous les appelez les commerçants, ils veulent faire des marges de manœuvre au détriment de qui ? Au détriment de nous autres qui sommes des consommateurs sur cette chaîne-là. Et donc, c'est vraiment dommage. Et Kazmi l'a dit tout à l'heure, oui, il faut fermer. Le Bénin n'est pas le premier pays qui subventionne ses produits. Le Sénégal l'a fait. Et aux dernières nouvelles, j'ai écouté les informations de ce côté là-bas, il y a des boutiques, il y a des commerces qui sont fermés systématiquement par le gouvernement sénégalais. Pourquoi on ne doit pas pouvoir le faire ici? Pourquoi on doit être dans je ne voudrais pas parler de laxisme, mais je crois que le gouvernement se dit non, il faut dialoguer jusqu'à un niveau donné. Mais quand les gens se jouent les sourds et ne veulent pas comprendre, veulent défier l'autorité de l'État, comme je le dis souvent, il faudra prendre les taureaux par les cornes. Je le dis souvent, la comédie qui dure, ça ne fait pas rire. Très bien. On va espérer, espérer que la situation entre dans l'ordre assez vite. Il y a évidemment ce qui concerne les denrées alimentaires, tous ces biens consommables, mais il y a également le ciment qui jusqu'à présent, il y a une forme de flou qui est toujours autour de cette question-là, le prix d'achat ou le prix de vente du ciment. On ne vous donne pas de reçu. Tout ceci, c'est assez flou, c'est assez ténébreux. On ne comprend rien. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, M. Gramsou? Merci, monsieur le journaliste. Je crois que ça rentre dans la droite ligne de ce que nous sommes en train de dire. Il faut casser cette infernale mécanique. Parce qu'avant tout, il faut savoir que quand même c'est un problème d'offre et de demande. Et tant que la demande sera supérieure à l'offre, en ce qui concerne le ciment, alors il y aura sous cette pratique-là.
Mais je tiens à préciser que le gouvernement, à travers ces mesures, me paraît de très bonne foi. Qu'on ne peut pas mettre un policier ou un contrôleur devant chaque commerçant. On créerait à l'inquisition. Vous voyez, chaque Béninois devrait quand même savoir que dans les temps qui courent, il nous faut un peu de patriotisme économique. Il faut que chacun joue sa partition. Gouvernement, entrepreneur, consommateur final, nous ne sommes pas cloisonnés. Nous devons travailler en partenariat. Vous voyez? Mais dans le cas du ciment, qu'est-ce qu'il faut faire, à mon avis? Aujourd'hui, il est bien vrai, on ne connaît pas le prix à l'usine, mais si le gouvernement le sait, et il faut agir sur cette offre-là, faire en sorte quand même que la quantité de ciment qui vient sur le marché soit de telle manière où, si vous refusez de vendre votre ciment au prix du gouvernement, il y a toujours quelqu'un à côté qui peut le vendre. Je crois que le journal vient de le dire tout à l'heure. Il faut axer la politique sur, non pas toujours sur le bâton, mais sur la subtilité économique. Donc, dès lors que cette politique sera faite en agissant sur l'offre, vous allez voir qu'automatiquement, ce que Adam Smith appelle la main visible du marché. Voilà, donc je crois qu'une politique beaucoup plus efficace, tant que le ciment sera rare sur le marché, il y aura toutes ces pratiques. Et le gouvernement, comme je viens de le dire, on ne peut pas mettre un policier ou bien derrière chaque commerçant. Je crois que c'est une solution quand même qui me paraît beaucoup plus efficace. Alors, Casimir Péguy, il y a même certains commerçants, certains vendeurs qui sont allés même jusqu'à dire, lorsque vous revendiquez que le prix du ciment vous revienne au taux fixé par le gouvernement, dans la marge fixée par le gouvernement, on vous dit, mais écoutez, allez prendre votre ciment alors chez le gouvernement. C'est d'une impolitesse rarissime. C'est d'une insolence. Et ça ne saurait durer. Et il a dit, j'ai aimé sa comédie de tout à l'heure. Lorsque la comédie dure longtemps, ça ne fait plus rire, ça devient sérieux. Et moi, je crois que le gouvernement doit aller plus loin. Il y a une semaine, j'étais de l'autre côté de Lomé. Le ciment est vendu à 115 000 francs CFA. Et pourtant, c'est les mêmes livreurs qui livrent le clinker à Lomé, qui livrent aussi le clinker ici, à Cotonou. C'est les mêmes. Qui livrent au Burkina Faso, qui livrent au Niger, qui livrent au Sénégal, qui livrent ici aussi. Et donc, je ne sais pas pourquoi nos commerçants, imbus donc de leur richesse, emploient des expressions très peu courtoises de moins, à l'encontre du gouvernement. Je crois qu'il a manqué de fermeté. Il faut les discipliner, ces messieurs-là. Et moi, je crois, je l'ai toujours dit, vous savez, monsieur le journaliste, monsieur Herman, il y a quelque chose que j'ai aimé dans cette crise-là, avec les États-Unis. Quand la porte s'est fermée au niveau donc de la Russie, tout de suite, les États-Unis ont oublié l'embargo avec le Venezuela. Je dis oui. Pourquoi notre gouvernement ne va pas choisir cette solution? Surtout sur la question du ciment. Nous avons un produit communautaire qui viendra les défier. Ces cimenteries que nous avons au Bénin, même la seule qui est locale, je crois que quand on va autoriser ce monsieur, dans les normes, dans les règles de l'art, s'il y a un accord commercial en bonne et due forme, où l'État béninois va gagner, le peuple, les consommateurs vont gagner, je crois que quand on va de ce côté-là, et le gouvernement sait de quel mécanisme je parle, on n'a même pas besoin de sortir un communiqué, même pas une note de service pour régler ce secteur-là. Le secteur du ciment, la Russie, qu'est-ce que ça a à voir avec? Le gazoil n'a pas encore... Pour le moment, l'État béninois maîtrise la production de l'énergie électrique. Donc, je ne vois pas en quoi le gazoil entre en ligne de compte dans la production du ciment au Bénin. Qu'est-ce qui ne va pas? Mais c'est Paris qui nous envoie le clinker et c'est Berlin qui nous envoie le clinker. Et le peu de calcaire que nous avons ici, nous produisons notre ciment. Ça a quoi à voir avec la crise ukrainienne pour le ciment? Ça a quoi à voir avec? Donc, si ce n'est pas de l'indiscipline commerciale, si ce n'est pas un manque de respect à l'État qui est souverain, je ne vois pas en quoi ces messieurs vont jusqu'à demander à des populations, aux représentants de l'État, d'aller voir le gouvernement pour acheter son ciment à 75 000 francs. On leur a demandé de le faire et je crois qu'il faut réquisitionner, il faut fermer ces dépôts-là, il faut les amener
à respecter l'autorité de l'État. L'autorité de l'État doit s'afficher. Il n'y a pas de complaisance. Il n'y a pas une période critique que le gouvernement doit envisager et dire « Non. Ce monsieur, enfin, le chef qui est là, il nous a montré une certaine fermeté, je l'ai dit, et il n'a pas besoin Dieu d'où pour parvenir donc à ces réformes. Et je crois que cette fermeté, j'ose croire qu'en ce moment, nous sommes en train de parler, il y aura certainement un conseil des ministres tout à l'heure, et que cette fermeté serait dictée depuis donc la présidence et faire école, pourquoi pas, dans les jours, dans les heures à venir. Alors, Landry Auton, dans cette situation quand même assez critique que nous traversons, il y a, on ne va pas dire un silence, mais les associations de consommateurs ne se font pas vraiment très, très audibles, alors que c'est quand même la période dans laquelle on devrait observer une forme d'activisme au sein de ces personnes qui représentent les populations qui seront quand même en première ligne pour défendre le consommateur final. Ayman, pour tout le respect que j'ai pour ce plateau et pour vous, ne me faites pas rire ce matin. On me parlait d'associations de consommateurs, j'en connais plus au Bénin. C'est des gens qui ont surfé sur les problèmes des consommateurs pour se faire une petite place au soleil. Je sais de quoi je parle et il ne faudrait pas. Je crois que le peuple doit pouvoir prendre ses responsabilités. Chaque consommateur doit pouvoir prendre ses responsabilités. Parce qu'on les a vus au front, on les a vus. On a travaillé avec eux, on sait de quoi on parle. On ne parle pas parce qu'il faudra dénigrer une association ou une corporation. Non, ce n'est pas ça le problème. Et moi, pour faire beaucoup plus sérieux, laisser tomber cette histoire d'association de consommateurs, moi j'ai des solutions à proposer. Je suis consommateur. Et vous et moi, le professeur, on peut constituer une association de consommateurs et revendiquer des choses. On n'a pas besoin d'avoir un agrément, avoir un IFU. Non, je crois, pour faire beaucoup plus sérieux. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, comme l'a dit Kazmi, on est obligé de s'accrocher à cette crise? C'est vous qui parlez de crise. Kazmi l'a dit, cette crise-là, c'est pour nous cette crise, ou bien c'est pour ceux qui se tirent les balles entre les pieds là-bas? C'est pas pour nous. Pourquoi on doit surfer sur cette crise-là pour nous créer des situations déjà que nous avions, nous ne maîtrisons pas les paradigmes de développement en Afrique. On est obligé maintenant de prendre les effets de cette poudrière entre l'Ukraine et puis la Russie. Je crois que nous devons pouvoir, le gouvernement béninois, puisque je parle de mon pays, doit pouvoir s'accommoder, doit pouvoir s'ouvrir d'autres portes de développement quand on parle du riz importé. Mais écoutez, à Gonli, chez Kazmi, on fait de l'huile là-bas. Pourquoi est-ce que ces huiles-là ne peuvent pas être fabriquées en abondance et être subventionnées alors qu'on se retourne vers l'extérieur? On pense que c'est l'huile végétale dans le bidon importé qui est l'huile qu'il faut consommer, alors que nous savons tout ce que ça fait avec ce taux de cholestérol qu'on nous importe. Ici, on peut contrôler. Pourquoi est-ce que le riz, je ne voudrais pas passer à la direction commerciale, j'espère, le riz Nerica, hier, était aimé. Bon, j'espère que ce riz n'existe plus, mais il y a le riz de montagne qu'on peut avoir. On peut aider ces gens-là à cultiver pour qu'on ne soit pas obligé de nous retourner vers l'extérieur. Maintenant, le ciment, on en parlait tout à l'heure. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le gouvernement ne peut pas nous amener vers la construction en terre stabilisée? Et on a beaucoup de terres, de terres rouges, on peut fabriquer ces briques-là avec moins de ciment pour ne pas être obligé d'être de gros consommateurs de ce produit-là qui aujourd'hui défraie la chronique, ou c'est, excusez-moi, c'est un bordel, c'est un foutu, ce système de ciment où chacun, en fonction de la spéculation, fixe son prix, et tu vas dans un dépôt à côté, on te dit c'est à 80 000, tu vas juste à côté, l'autre te dit c'est à 90 000, sous l'effet de ce que les taxes, la fiscalité... non, écoutez, soyons sérieux. Je crois que le gouvernement prend déjà la mesure des choses parce que ce n'est pas un gouvernement qui est sourd à tout ce qui se dit. Kazmi l'a dit, nous ne sommes pas des donneurs de leçons, nous sommes juste des objecteurs de conscience, et on espère que tout ce qui se dit là sera condensé et on tirera le bon grain de l'ivraie. Alors, monsieur Amoussou, l'entrée a commencé par en parler, justement, subventionner ou du moins impulser une nouvelle forme de dynamisme à la production locale.
Comment est-ce qu'on fait? Ça doit être sur la durée. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on ressent les effets de la flambée des prix, la flambée anarchique, évidemment, des prix, qu'on va se mettre à dire, bon, ok, commençons par produire nous-mêmes, et puis bon, ça y est, ouvrez tout et faites ce que vous voulez. Ça doit être progressif, ça doit être sur la durée. Évidemment, il y a ce que nous appelions, quand on était dans les luttes à l'université, les actions successives à intensité progressive. Voyez-vous, monsieur le journaliste. Ça sonne révolutionnaire, ça. Bon, oui, c'est ça. Quand vous lisez le PAG, je crois que tout chose égale par ailleurs, je crois que le PAG s'inscrit dans cette dynamique. Quand vous lisez bien le PAG 1, PAG 2, je crois que c'est des actions successives. Chaque fois qu'on évolue, l'intensité s'accroît. Je l'ai dit dans les émissions passées, nous sommes en train de voir des mesures. Le gouvernement prend des mesures et c'est normal. Lorsque vous avez un malade qui tombe sur la voie, la première des choses, c'est de l'enlever de la voie, de l'aérer, avant de l'évacuer à l'hôpital pour le traitement. Je crois que c'est ça qu'on est en train de faire. Mais pour traiter le malade, on doit le faire non pas sur des mesures symptomatiques, mais de façon stratégique et à long terme. La solution idoine et à long terme, c'est d'avoir une certaine autonomie de consommation. Avoir des produits de substitution, soit au ciment, soit au blé et d'autres produits. Tant que nous allons importer des produits de l'extérieur, toutes les crises vont nous impacter. Est-ce que vous voyez? Donc ici, nous devons faire en sorte que la production locale et la consommation locale, il faut produire local, mais il faut consommer local. Dès lors que nous allons nous inscrire dans cette dynamique, vous allez voir que les fournisseurs béninois ne vont plus importer de l'extérieur et les produits béninois vont coûter moins cher. Je prends par exemple le riz. Vous voyez, lorsque le riz béninois va coûter plus cher, de bonne qualité, il ne sera plus question d'importer du riz de l'extérieur. Moins cher. Et c'est la solution à long terme. Je crois qu'il y a une institution au ministère de l'Agriculture qui s'occupe du financement de toutes ces initiatives. Je crois que ça, c'est aussi dans cette dynamique-là. Je crois quand même qu'en ce qui me concerne, aujourd'hui, les solutions sont à court terme. Il faut des solutions à long terme. Très bien. Et puis, on a nos différents avis sur le sujet, sur la question, évidemment. Les internautes, le Béninois Landa également le sien, évidemment, ils nous ont fait parvenir leurs différents avis au travers de nos canaux digitaux, Facebook, WhatsApp et Twitter. L'ami Stan Lincoln est avec nous pour relayer leurs différents avis parce que nous leur avons adressé la question. Pourquoi, selon vous, les mesures sociales annoncées, on redécouvre évidemment la question du jour. Pourquoi, selon vous, les mesures sociales annoncées par le gouvernement sont boudées par les commerçants? Évidemment, ils ont été nombreux à réagir. Bonjour Stanislas Sousa. Bonjour Herman Rodrigue Amenga, bonjour à chacun et à tous. Est-ce que le sujet fait jaser sur Internet? Ah oui, ça les intéresse comme d'habitude. Ils sont nombreux à réagir. Et que ceux qui ne verront pas leur réaction figurer sur notre liste sélectionnée, la liste sélectionnée, qui ne nous en veillent pas, qu'ils veuillent nous en excuser. Parce qu'on ne peut pas faire parler tout le monde. Ils se rejoignent dans les idées. En tout cas, pour beaucoup de personnes, il aurait eu un travail de terrain d'abord. C'est-à-dire, les différentes parties auraient... se seraient rencontrés, voilà, pour pouvoir décider de ce qui est possible avant qu'on ne commence la mise en œuvre de cette décision, de ces mesures-là. Ils disent quoi concrètement? Il y aurait eu certainement une concertation ou des concertations, des séances de travail avec les commerçants, le gouvernement et les commerçants et décider de faire le point de ce qui est en stockage avant de commencer la mise en œuvre de ces mesures. Autrement, pour le moment, sans que les stocks n'aient pas pris fin, on ne pourrait pas assister à un allègement de la situation comme on aurait voulu en décidant de soulager les populations à travers ces mesures-là. Voilà ce qu'on peut retenir de leurs différentes interventions. En attendant que je n'aille dans les détails. Et puis on va pouvoir avoir quelques commentaires illustratifs, évidemment, de ce courant de pensée de nos amis internautes. Exactement, avec le premier internaute qui se nomme sur Internet. Merci Seigneur. Si les mesures sociales annoncées par le gouvernement sont boudées par les commerçants, c'est parce que avant de prendre ces mesures, il faut en discuter avec les commerçants d'abord ou créer une structure de vente qui va soulager la population. Mais si aujourd'hui, on leur dit telle denrée est à tel prix, or, entre-temps, ils avaient pris ça comme ça, alors ils n'ont plus de bénéfices.
et c'est difficile de faire un commerce sans bénéfice. Jean Kokouzounon estime de son côté que c'est louable de savoir que le gouvernement pense au bien-être du peuple. Malheureusement, on se rend compte que le gouvernement a pris ces mesures sans concertation avec les parties prenantes que sont les commerçants, les associations des consommateurs et autres exerçant dans le domaine au fin de trouver un consensus avant d'annoncer les mesures. N'étant pas associés, c'est normal que les commerçants boudent les mesures. Pour Bokor Roland Caliste, les commerçants ont aussi besoin d'être accompagnés dans leurs charges comme le salaire du personnel et l'allègement d'autres. Kadri Mohamed estime que dans une économie libérale, le rôle de l'État n'est pas de fixer les prix aux détaillants, mais de créer des conditions pour qu'il y ait plus de concurrents et plus d'offres supérieures à la demande, car la pénurie crée la spéculation et la hausse vertigineuse des prix. Toutefois, si les commerçants boudent les mesures gouvernementales, c'est parce que le système de péréquation qui permet de vendre au même prix une marchandise sur toute l'étendue du territoire ne fonctionne pas. Par ailleurs, l'État, c'est-à-dire les services du ministère du Commerce et de l'Industrie, sont absents dans nos communes. Nos départements sont très vastes pour qu'une dizaine de fonctionnaires des directions départementales sillonnent nos villes et nos campagnes pour un contrôle efficace et rigoureux. Le second problème est la question de la déconcentration des services de l'État et par ricochet du découpage territorial qui montre ses limites. Il serait impossible qu'un personnel insuffisant puisse contrôler avec efficience un département comme la Takora qui compte 9 communes avec une superficie de 20 499 km². Ah, il a été vraiment très très intéressant dans son développement, monsieur Amoussou. C'est ce que vous vous attelez à dire ici. Exactement. Il ne fait que dire, abonder dans votre sens. Exactement. L'économie, c'est l'offre et la demande. Alors, si vous n'attaquez pas ces deux volets, vous passez à côté. Merci. Merci beaucoup à vous, Stan. Merci. Et au plaisir de nous retrouver très prochainement. Absolument. Lundi, on prend le rendez-vous. Mais maintenant, on continue. Vous continuez le service demain avec Rachidat Bio. Maman, merci beaucoup. 5 sur 7 matin, on continue la discussion. Ce matin, on s'intéresse à présent au second sujet ou au deuxième sujet en discussion, la libération des alentours du stade de l'Amitié, quid du relogement des commerçants qui donc ceinturent ces au lieu de pratiques sportives. On va faire un tour à la régie et suivre cet élément que nous propose Marcel Arossi qui allait rencontrer certains commerçants qui justement sont en train déjà de plier bagages. Pour d'autres, ils sont toujours en réflexion alors que la date vient d'être prorogée jusqu'au 18 avril. Ils n'ont pour autant pas le temps que ça. Encore quelques jours et cette ambiance du soir va laisser place à un silence plat. Toutes ces installations qui ceinturent le stade général Mathieu Kérékou vont bientôt disparaître au profit d'un autre pôle commercial. Et les actuels occupants le savent bien. Certaines personnes sont parties déjà. Là, nous avons un local qui est déjà vidé depuis plus de 2 semaines. La personne est déjà partie. Il y a d'autres personnes qui s'apprêtent déjà à partir. Les promoteurs et gestionnaires de bars, maquis, restaurants et autres magasins de vente d'articles semblent tous prêts à partir, même si c'est encore difficile à supporter pour certains, comme Dame Marie. Si on pouvait voir la mairie, si la mairie pouvait décider pour avoir une place pour regrouper tous les bars, au moins, et créer quelque chose comme un locodrome du Bénin. Chacun prend ses dispositions pour éviter d'être surpris. Par endroits, les signes du déménagement sont visibles, mais certains, dans les négociations sur le terrain, doivent encore faire face aux caprices des propriétaires de boutiques. Après la libération du site, l'entreprise adjudicataire va disposer d'environ 2 ans pour y construire le marché de luxe. Alors, Casimir Payon, on sait que le Stade de l'Amitié, c'est un grand centre commercial, en dépit du fait que c'est un centre sportif, bien sûr. Il y a toutes ces boutiques, toutes ces structures qui saignent, donc, évidemment,
cet espace-là, ce centre sportif. Et du jour au lendemain, c'est vrai qu'il y a une communication qui a demandé depuis quand même pas mal de temps à ce qu'ils trouvent une autre destination. Mais où est-ce que toutes ces personnes vont être relogées? On se demande, on se pose pas mal de questions. Parce qu'il y a des bars, il y a des banques, il y a des structures de ci ou de ça. Bref, le stade de l'Amitié, lorsque vous y faites un tour, en l'occurrence le soir, vous vous rendez compte de ce que c'est un grand centre commercial. Et le sujet, moi personnellement, ce sujet, il me fait réfléchir parce que je veux bien que le gouvernement, à travers ses structures centrales, déconcentrées, tout ce que vous voulez, la mairie puisse nous sortir les chiffres sur l'activité commerciale autour de ce stade-là. Vous me direz, nous avons 117 communes et les autres communes qui n'ont même pas de stade, comment les gens arrivent à acheter, à boire, ou bien comment ils arrivent à vendre. Non, ici nous sommes dans un cas spécifique où, vous l'avez dit, c'est un centre d'abord sportif. Ça n'a jamais gêné la FIFA. Ça n'a jamais gêné la CAF, la Confédération africaine de football. Et pourquoi ça va nous gêner, nous, qui avons trouvé un salut d'ordre social, mais aussi économique. Quand j'emploie ces termes, vous savez de quoi je parle. Ce centre a sorti beaucoup de foyers de la précarité, de la misère, juste parce que maman sort et va vendre là-bas. Ce centre, parfois, c'est un lieu de distraction. Landry ne me dira pas le contraire, certainement le professeur non plus. C'est un lieu de distraction où nous nous voyons et nous faisons des affaires. Je ne parle pas de ma personne ni de la personne de Landry, mais les Béninois à Cotonou se voient et c'est un centre neutre. Vous y allez pour juste gérer une affaire, pour juste papoter entre amis. Et au détour, vous réglez donc la facture de votre consommation. Tout ça, désormais, serait un triste regret pour la population. Et je me demande, ces milliers donc, de vendeurs, ces milliers de personnes qui profitent de cette situation, qu'est-ce qu'ils vont devenir quand on va fermer ce centre-là? Mieux, quand on va installer ce qu'ils veulent installer là, on n'a même pas encore d'argent pour s'acheter du bon pain à 150 francs CFA. Et on va installer une galerie de luxe parce que j'ai vu le thème tout à l'heure sur les écrans, au bas de l'écran. C'est un marché de luxe. Forcément, c'est une partie du marché d'Antokpa qui sera juste délocalisée dans ces lieux. Nous allons tous au marché pour acheter des colliers, pour acheter des tissus, pour acheter... Oui, c'est de ça nous parlons. Ce centre dont il s'agit, qu'on veut construire, j'ai bien peur que ça ne soit un éléphant blanc demain parce que ça ne répondra pas au contexte socio-économique du Béninois. Je le dis, c'est les populations au bas niveau qui descendent dans ce centre. Mais aussi, c'est des professeurs d'université. On y retrouve tout le monde. Mais quand on va ériger cette affaire-là, je crois que ce serait laissé. Ce serait un truc un peu comme à la haie vive. Aujourd'hui, vous avez du plaisir à circuler à la haie vive. Il y a de l'électricité à abondance, il y a de l'eau, il y a du jardin, mais ce n'est pas pour tout le monde. Donc, si véritablement... c'est casser ça pour ériger un bon truc. Moi, je n'ai rien contre eux. Mais je dis, ces nombreuses populations-là, soyez pas demain inquiets qu'on les retrouve dans la délinquance juvénile, dans un certain nombre de pratiques antisociales. Moi, c'est mon point de vue. Maintenant, si c'est question de développement, ces questions-là prévalent donc sur tout ce que nous sommes en train de dire. Alors Landry, la question de libération du stade de l'Amitié Générale Mathieu Kérékou, elle n'est pas si nouvelle parce que depuis un moment quand même, la communication autour a commencé et justement, comme toujours, on attend le dernier moment avant de vider les lieux et c'est ça qui laisse malheureusement cet arrière-goût très amer. Oui, sur la question, je suis un peu partagé selon les avis et ça me fait mal parce que c'est un pôle qui draine du monde. C'est un pôle où il y a beaucoup de transactions. Il se fait
que beaucoup de gens utilisent l'espace là, comme il a dit, c'est un espace neutre, où on vient faire beaucoup de choses, beaucoup d'affaires. Et lui et moi, on se voit en deux courses pour prendre notre petite bière et on discute de la corporation du journalisme et de beaucoup de choses. On voit beaucoup de... Et non, un peu pour dire, j'ai un peu de l'amertume. Vous voyez, sur la question, je perds mon latin. Et parce que, comme il a dit, c'est beaucoup de gens qui vont se retrouver. Vous allez peut-être rester nostalgique. Nostalgique, très nostalgique de cet endroit qui bientôt va laisser place au gravat. Mais comme toute habitude, on finit par, ou comme toute disposition, on finit par s'y habituer. Pas s'y habituer. Et je crois que le fait de déguerpir le stade n'est pas aussi mauvais que ça. Le gouvernement ne le fera pas pour juste laisser les gravats là, mais c'est un projet à l'image de ce qui s'est fait à Accra. On nous a dit on aura un grand centre commercial et puis bon, que ce soit un truc de luxe ou pas. Vivre dans un centre urbain, ça a été toujours une question de luxe. Exactement. Si tu n'as plus la possibilité d'aller prendre ta bière au prix fixé par les anciens, tu vas te retrouver dans ton coin à aller prendre ta bière. Donc, c'est pour dire, ce n'est pas aussi mauvais que ça. Mais je crois que le gouvernement est sensible à tout ce qui se dit. J'ose croire que le gouvernement est sensible à tout ce qui se dit. Et quand le délai a été prorogé, pour permettre à ceux qui ne veulent, j'ai entendu des commentaires hier sur une chaîne de la radio, d'aucuns auraient voulu qu'on leur donne 3 mois, d'aucuns 1 an. Je dis, 1 an, ça va venir. D'une façon ou d'une autre, c'est mieux de prendre son courage à demain et de pouvoir partir et s'installer. Et il y a, je le dis souvent à ceux qui ont des commerces là, mais vous devrez partir, quel que soit Alpha, vous allez partir. Mais qu'est-ce que vous faites vous-même pour ne pas perdre votre clientèle? Commencez déjà par vous installer, anticipez et continuez à maintenir le contact avec cette clientèle afin de pouvoir récupérer quelque chose de ce qui va se faire. Et donc, j'aurais souhaité que le gouvernement, l'actuel mandature du chef de l'État qui est placé sous le hautement social, et dont on voit déjà les preuves, que ce hautement social puisse aussi impacter ces nombreuses familles, ces nombreux foyers je connais des gens qui ont refusé, des bandes qui ont refusé devant ce qui est entre leurs entrejambes pour subvenir à leurs besoins et qui viennent faire des petits commerces, les vendeuses de Pure Water, les vendeuses de ceci, les travailleurs de cesse aussi, regardez de ce côté. Bref, c'est pour dire, c'est un mélange, c'est un melting pot, et je crois que le gouvernement doit pouvoir écouter aussi ce qui se dit, et on sait qu'ils ne sont pas aussi sourds que ça, et ils feront les choses dans les règles de l'art. Alors, ce mégapôle commercial, quand même, mon cher Grégoire Amouchou, a été annoncé depuis le PAG1, et donc depuis minimum 5 ans, voire 6 ans, les populations savaient ou ces commerçants-là savaient qu'ils doivent à un moment ou à un autre devoir libérer l'espace. Mais malheureusement, comme ça se passe chez nous, un peu comme on l'a vu en ce qui concerne l'opération de libération de la bande côtière, il a fallu qu'on amène les engins lourds pour que justement la force fasse le droit. Pourquoi à chaque fois on doit attendre la force publique pour pouvoir exécuter les décisions? Merci, journaliste. Je crois que on peut dire que nous sommes comme ça dans le pays, parce que j'ai déjà au moins un certain âge. Et tout ce que j'ai vu par rapport aux mesures gouvernementales, c'est qu'à des moments donnés, il faut un peu la force. C'est-à-dire, des fois, on est un peu... on traîne un peu les pas. On est complaisant. On est complaisant. Sinon, je crois que là, au niveau du stade de l'amitié, il y a 2 cas. Il y a le volet formel et le volet informel. L'informel va partout. C'est-à-dire ceux qui vendent de l'eau la nuit, les chaussures et autres là, quel que soit le standing qui sera érigé, là, ils vont toujours venir. Là, il n'y a pas de problème. Alors, par rapport au formel, je crois qu'ils sont dans un domaine public. Et ils sont sous contrat. Et ils connaissent les thèmes de leur contrat. Et je crois que leur contrat en eux-mêmes doivent stipuler les thèmes de leur départ, etc. etc. Donc, aujourd'hui, il faut anticiper. Il
faut pas se faire surprendre. Lorsque je signe un contrat de bail avec l'État, je dois savoir que d'un jour à un autre, l'État ne va pas me demander la permission avant d'ériger des ouvrages. Donc, c'est des choses qui doivent être anticipées au niveau de ces opérateurs économiques. Deuxièmement, nous sommes dans un monde aujourd'hui qui change, qui va se renouveler. Quelle sera l'image de la ville de Cotonou dans 50 ans, 30 ans, 40 ans? Il faut construire la ville de demain. Il faut construire le stade de l'amitié de demain. Et pour le faire, il faut des ouvrages qui traversent le temps et les générations. Est-ce que vous voyez? Donc, bien sûr, je suis d'accord avec le journaliste M. Pouidja pour dire, bon, à court terme, ça va créer certaines distorsions économiques au niveau de certains agents économiques, mais à long terme, les bénéfices qui seront engrangés pour les générations futures seront énormes. Nous allons vivre aujourd'hui. Mais ceux qui vont venir après nous, la population va augmenter. Le Bénin est là aussi, peut être candidat à accueillir, pourquoi pas, la Coupe du Monde sur son sol. Alors, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, si c'est le cas, il faut que le stade de l'amitié, n'est-ce pas, respecte un certain standing international. Voilà. Donc, je crois que le gouvernement est dans une optique prospective. Et nous devons aller dans ce sens-là. Toute politique publique doit s'appesantir sur aujourd'hui, demain, mais après-demain. Très bien. Commençons déjà aussi par rêver d'abriter une canne déjà. Ce ne sera pas mal. Allez, Casimir Pédion, on en vient au dernier sujet. Ça concerne le Mali, avec les sanctions économiques qui sont maintenues contre le pays par la CEDEAO, la commission... La CEDEAO, la commission... la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Franchement, j'ai eu un trou de mémoire. La communauté économique des États de l'Ouest. Vous n'avez pas un trou de mémoire, c'est plutôt la CEDEAO qui en elle-même ne respecte pas. Non, j'ai juste un trou de mémoire. Oui. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. J'aurais aimé que cette communauté soit une communauté politique des États de l'Afrique de l'Ouest, que ça me fera plaisir. Alors, ma question pour vous, elle est toute simple. Dans quelques jours, justement, ce sera le Ramadan, donc le jeûne musulman. On sait que la communauté malienne, le peuple malien, c'est une communauté fortement islamisée. Donc, presque 90 voire 95% de la population va traverser quand même une période de haute secousse, je vais dire, alimentaire. Et quand on sait les embargos actuels donc impulsés par la CEDEAO sur le pays, on est en droit d'avoir des craintes, n'est-ce pas? Et c'est justement ça ma crainte. Est-ce que cette communauté a réfléchi tout au moins à cette période qui va arriver? Comme il a dit tout à l'heure, 3 mois, 1 an, 5 ans, ça vient toujours un jour. Est-ce que cette communauté économique a anticipé sur une crise religieuse qui pourrait frapper cette population? Ce n'est pas possible. On ne peut pas prendre cette décision. Nous n'allons pas revenir sur ce qui a été déjà dit par certainement des personnes plus habilitées à le dire. Mais aujourd'hui, voilà cette communauté qui met au mur, qui met sur le banc des accusés un pays comme le Mali. Un pays comme le Mali qui est une puissance, qu'on le veuille ou non, pour des pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Non, ce n'est pas possible. Quand vous regardez aujourd'hui les statistiques au niveau donc de la BCEAO, au niveau, parce que la CEDEAO ne produit même pas ces documents-là. Elle qui ne produit pas, c'est elle qui sait comment il faut casser tout ce qui est bien. Non, moi je ne suis pas d'accord. Moi je ne suis pas d'accord. Et il faut revenir vite sur la sanction. Parce que c'est un peuple aujourd'hui qui est en train de... Ce n'est pas que les Maliens qui souffrent. Les Sénégalais souffrent énormément. Parce que la production donc du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, c'est les Maliens qui consomment parce qu'ils n'ont pas accès à la mer, parce qu'ils ont besoin de tel service. Et c'est l'économie de la sous-région. Est-ce qu'ils ont pensé à cette dette que le Mali a laissée au niveau de Dakar? Qui va rembourser ça depuis que ça a été fermé? Donc il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui doivent faire réfléchir. Et je crois que nous sommes, 14. Un seul président ne peut pas décider au nom de ses pairs. Il faut que ça cesse. Tous les pays sont souverains et aucun pays, aucun dirigeant n'est le président des présidents.
Ça a été une décision quand même unanime. Oui, c'est ce que la diplomatie, la diplomatie nous a dit. Mais on sait qui est derrière cette décision-là et qu'il faut que ça cesse. Il faut laisser les peuples vivre leur souveraineté. C'est vrai, on va vivre en communauté. Mais si la communauté ne va pas, le peuple décide de prendre ses responsabilités. Ça, vous allez en tenir compte et ne pas pénaliser ces peuples. Moi, je crois que la CEDEAO doit revenir sur sa décision. Vous parlez de 13 mois ou je ne sais pas, de 16 mois. Eux autres, ils parlent de 24 mois. Je ne sais pas la différence qu'il y a entre 16 et 24 pour qu'on ne puisse pas s'accorder et trouver le juste milieu. À défaut peut-être d'aller à 16, peut-être imposer leurs 18 mois. Et de toutes les façons, les 24 mois vont arriver un jour et vous allez pouvoir les mettre en face de leur responsabilité. La CEDEAO est quand même porteuse d'un idéal qu'il faut quand même, Landry Weton, que justement cette communauté la fasse respecter, parce qu'on on est dans une communauté qui veut quand même promouvoir le jeu démocratique et donc faire en sorte de faire comprendre que le pouvoir ne se prend pas par les armes mais par les urnes, et surtout lorsqu'il arrive que le pouvoir ne se prenne pas les armes, qu'on puisse quand même organiser très rapidement une transition démocratique dans le pays. Et donc, c'est ce que Satel a fait la CEDEAO en espérant que les sanctions puissent provoquer un électrochoc dans le pays. Un idéal pour la CEDEAO, j'y crois pas trop. Non, excusez-moi du peu. Pour moi, c'est un machin. Je vais être dur ce matin en le disant comme ça parce que vous vous souvenez quand nous nous sommes retrouvés dans ce conflit, dans cette crise avec notre voisin de l'Est, c'est-à-dire le Nigeria, où ce pays a décidé de fermer unilatéralement ses frontières avec le Bénin, quelle a été la solution apportée par cette communauté-là, la CEDEAO. Malheureusement, c'est ainsi. Depuis le 9 janvier 2022, on a mis un embargo sur le Mali, on a fermé les frontières, on a gelé les fonds de ce pays à la BCEAO, patati patata. Mais est-ce qu'on peut faire le bonheur de quelqu'un contre son gré? Il n'y a que les Maliens qui puissent penser réellement à leur pays. La CEDEAO fait quoi concrètement Depuis 8 ans, on a toujours organisé des élections au Mali, mais jamais il y a eu de stabilité. Je ne vais rien vous apprendre. Le Mali aujourd'hui est coupé en deux. Vous le savez. Il faut d'abord pacifier le pays. Il faut d'abord ériger des bases afin que les Maliens se sentent concernés par tout ce qui se passe dans le pays avant d'aller à une élection. Quand on décide de faire le forcing, rien ne marchera. Aujourd'hui, il faut reconnaître que la CEDEAO est en train de grêler ces dernières heures de gloire parce que si cette communauté échoue au Mali, plus aucun peuple africain, du moins dans cette communauté, ne donnera de la valeur à cette entité-là. Et vous vous souvenez, c'est comme l'OUA, Organisation de l'Unité africaine, et après, c'est des tigres en papier entre nous. Parce que ces communautés-là, cette instance-là ne joue réellement. Ça ne joue pas réellement. C'est un peu comme l'Union africaine. On a toujours dit l'Union africaine. Ce n'est pas la même monture que le feu colonel Kadhafi avait voulu donner à cette Union africaine. Malheureusement, aujourd'hui, nous avions des dirigeants qui sont entre griffes à la solde de ce que vous savez. Regardez mon regard et puis ça se passe ainsi. Le Mali est aujourd'hui le piège qui va se refermer sur la CEDEAO selon moi. Est-ce que vous êtes de cet avis, cher Amosso? Bon, plus ou moins. Sinon, en politique, vous savez, en politique, c'est le rapport de force. Et comme vous venez de parler de l'économie, c'est le rapport d'intérêt. À chacun d'utiliser sa force pour défendre ses intérêts. Voyez-vous, il y a une sorte d'imbroglio. Tous les pays de l'UEMOA sont membres de la CEDEAO. Bien sûr, les 8. Tous les pays de l'UEMOA sont membres de la CEDEAO. Mais la Cour de justice de l'UEMOA a suspendu les mesures. Mais la CEDEAO ne l'a pas fait. Donc, pour moi, je crois qu'il y a une lutte entre chefs d'État, entre pays. Vous voyez, et j'ai des chiffres devant moi. Le Mali passe par le port de Dakar à 50% de son importation. 50% de l'importation du Mali passe par le port de Dakar. Et par le port d'Abidjan, le Mali exporte la majorité de ses produits. Vous voyez donc, les pays de l'UEMOA ont déjà eu ce qu'on appelle l'effet boomerang.
les populations de Dakar et d'Abidjan ne commençaient pas à sentir les mesures prises à l'encontre du Mali. Et le Mali, à son tour, n'est pas resté les bras croisés. Et c'est une lutte politique. Le Mali a commis, n'est-ce pas, des avocats de haut rang pour aller défendre ses intérêts et il a gagné. Le Mali est allé en Guinée, qui n'est pas membre, n'est-ce pas, de l'UEMOA, d'accord, qui n'a pas le CFA comme l'UEMOA. Le Mali a la même frontière que l'Algérie. Le Mali a négocié le dépôt d'hydrocarbures en Mauritanie et en Guinée. Donc, quand on fait le point, la majeure partie des pays de l'UEMOA aujourd'hui ressentent beaucoup plus, n'est-ce pas, les impacts négatifs de la mesure prise contre le Mali. Et c'est ça, probablement, n'est-ce pas, qui a joué dans la balance en faveur du Mali au niveau de l'UEMOA. Mais au niveau de la CEDEAO, vous savez que le Nigeria pèse 70% au moins du PIB de la CEDEAO. Donc c'est une grande carrosse. Donc le Nigeria est en train de jouer un jeu. L'avenir, quelle est la place que le Nigeria va jouer au sein de la CEDEAO après cette crise-là? Donc c'est une sorte de repositionnement des États qui se jouent, n'est-ce pas, en souterrain. Merci beaucoup à vous, Grégoire Moussou. Vous êtes économiste enseignant à l'École nationale d'administration, l'ENA, précédemment donc ENAM. Merci aussi à vous, Casimir Pédior, journaliste analyste économique. Et merci à Landry Ouetton qui nous a fait le plaisir d'être ce matin avec nous pour le forum de discussion.